Depuis quelques années, on la voit partout, dans toutes les formes, tous les styles, toutes les couleurs. Elle est prisée des jeunes et des ados, mais aussi des moins jeunes, des cadras nostalgiques de l'époque Jordan ou des seniors qui veulent rester fit et branchés. Les stars mondiales en ont fait leur business. Elle a même fait craquer les marques de luxe. La basket, c'est aujourd'hui plus d'une paire de chaussures sur 2 vendues dans le monde. Un gigantesque marché estimé en 2023 à près de 80 milliards de francs. Entre grande distribution, boutiques de revente et marchés de l'occasion, on vous emmène pas à pas dans le monde créatif et surtout lucratif des sneakers. Direction le quartier du Flon à Lausanne. C'est ici qu'est installée la première boutique de Suisse entièrement dédiée à la basket. Bonjour Monsieur Morand. Bonjour. Comment ça va? Il y a 30 ans, Guillaume Morand était le premier à croire au potentiel commercial des sneakers. Il nous reçoit aujourd'hui en grande pompe et en gazelle. C'est le paradis de la sneakers ici? En tout cas, ça l'a été pendant de nombreuses années. On va voir si ça continue, mais pour le moment, on y croit. Et il y croit encore, même si le marché a radicalement changé en 30 ans. La concurrence s'est installée, des grandes enseignes de la basket ont ouvert des succursales en Suisse et surtout la vente en ligne est venue bouleverser les codes du commerce classique. Les ventes, elles, n'ont cessé d'augmenter depuis le grand boom des sneakers au début des années 2000. Le marché a même doublé depuis 2016. C'est un marché qui est en constante augmentation. Du fait que les jeunes qui mettaient des baskets dans les années 90 ou 2000, c'est des gens qui ont maintenant 40, 50 ans. Et eux, ayant connu le confort des baskets, ont continué à en acheter. Plus tous les jeunes, plus des personnes plus âgées qui se sont dit « mais je vais peut-être essayer des baskets » et qui sont devenus aussi un peu addicts à avoir des chaussures très confortables pour marcher au jour le jour. Les consommateurs de sneakers sont aujourd'hui des jeunes branchés ultra connaisseurs. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment des paires qui sont habillées, intéressantes à regarder. On aime bien, on essaie d'avoir la petite dernière paire qui vient de sortir, faire plaisir aux yeux, un peu comme ça. Des cadres libérés des contraintes de la mode. À partir d'un certain âge, on cherche plus le confort. Quand on marche, on met plus les talons comme avant. Et c'est vrai que la basket sneakers, c'est quand même un bon compromis. Ado, c'est sympa. Après, adulte, on se dit merde, il faut qu'on mette des chaussures, des talons et tout. Et puis, on revient assez vite aux sneakers. Et des moins jeunes qui gardent l'esprit jeune. Enfin, si on a quelques années qu'on ne doit pas porter, parce qu'on est tellement confortable que même temps cool, même temps chic, cool, quoi, voilà. Et question prix, là aussi, le spectre est très large. C'est vrai, il y a un prix, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. 150 francs. Ah oui, quand même. Ouais. Je pourrais, mais après, il y a des collaborations maintenant qui se font avec des grandes marques. S'il y a vraiment un coup de cœur ou quelque chose de spécial, c'est possible de monter un petit peu plus. Et ma limite, c'est 200 francs, mais des fois, il y a une petite folie. Mon max, c'était 250. Moi, je dirais entre une 500 et 1000 francs, ouais. Bref, entre petit et grand budget, la pompe est devenue en quelques années une vraie pompe à fric. Surtout lorsque l'on sait ce qu'elle coûte vraiment à la sortie de l'usine. Prenons l'exemple d'une chaussure vendue 100 francs dans le commerce en Suisse. 2 francs. On a bien dit 2 francs sont dépensés pour la fabrication et la main-d'œuvre, salaire compris. 8 francs pour les matières premières, 19 francs 50 pour le travail de marketing et de développement, un peu plus de 20 francs pour le transport et la TVA. Enfin, 34 francs 30 iront dans la poche des distributeurs. Reste encore un bénéfice de 13 francs 50 pour la marque et de 2 francs pour l'usine de production. Mais malgré ces marges importantes, certaines marques sont devenues très gourmandes et ne veulent plus partager les parts du gâteau. Nous sommes au stock de chaussures Pump It Up à Bussigny. Depuis quelques mois ici, le bleu Adidas a pris le dessus. Alors ici, on est du côté d'Adidas. Là, je vois Nike. Vous avez quand même quelques paires de chaussures Nike, alors? Alors ça, c'est les restes des livraisons de 2022. Il n'y a pas que du bon. Mais il nous reste, en effet, j'avais profité, quand ils nous ont dit qu'ils avaient arrêté de nous livrer, de faire quand même des stocks pour pouvoir tenir. Donc on en a encore pour ces quelques mois, mais c'est bientôt fini. En 2017, dans un article du Wall Street Journal, Nike annonce sa volonté de ne plus livrer certains détaillants.
Le leader du marché de la basket explique vouloir se concentrer sur la vente directe aux consommateurs et le commerce en ligne. En clair, Nike veut récupérer la marge des détaillants. Pour Guillaume Morand, c'est le choc. La marque américaine était de loin la plus vendue dans son magasin. Elle lui assurait plus de 30% de son chiffre d'affaires. Après avoir pensé fermer boutique, le fondateur de Pump It Up a au contraire décidé de miser sur d'autres marques qui reprennent gentiment l'espace laissé par Nike. Nike, c'était une histoire d'amour. Maintenant, ça s'est mal fini. Je ne vais pas leur en vouloir. Ça s'est passé comme ça. Ils m'ont largué. On va continuer à vivre. Donc moi, j'aimerais bien, ces prochaines années, montrer que sans Nike, sans le leader du marché, il est possible aussi d'avoir un super magasin de sneakers et de présenter peut-être des choses alternatives à un public averti qui viendra voir ici les tendances. Nous avons contacté la firme d'Oregon pour qu'elle nous explique ce changement de stratégie. Personne n'a pris la peine de nous répondre. Nous avons aussi frappé aux portes des deux grands acteurs du marché de la basket en Suisse romande, Snipes et Foot Locker. Les deux magasins reçoivent encore pour l'instant des produits Nike, mais là également silence radio, comme si la stratégie du leader du marché créait un certain embarras dans le milieu. Bonsoir François Heger. Bonsoir Linda. C'est vous qui signez ce reportage dans lequel vous nous parlez énormément de Nike, le leader du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Nike qui dicte sa loi dans le monde des sneakers ? Absolument, c'est le cas. Après avoir parlé avec un certain nombre de détaillants qui travaillaient avec Nike, eh bien avant, il y avait une vraie relation avec la marque. Ces magasins pouvaient parler à des représentants, pouvaient commander des modèles. Aujourd'hui, soit tout simplement les robinets sont coupés, comme pour Guillaume Morand, soit les magasins qui sont encore livrés doivent se plier au volume et au modèle fixé par la marque. Il y a donc une volonté de contrôle total de la distribution. Oui, c'est la philosophie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des modèles que l'on retrouve uniquement en grande surface, comme par exemple chez Snipes, Foot Lockers, Dozenbach. Et puis, il y a une quantité astronomique de séries limitées, des modèles avec des coloris différents, avec des collaborations avec des artistes, des athlètes, des designers. Et ces modèles-là, on ne les trouve pas en grande surface, dans la grande distribution, mais soit via l'application Nike, soit dans des magasins très précis, par exemple à Chicago, à Détroit ou à Amsterdam, soit sur le marché de la revente. Et ce marché de la revente, comme vous dites, c'est quoi, une sorte de marché gris ? Oui, c'est une sorte de marché parallèle. En fait, les acteurs et les magasins, certains se sont spécialisés dans l'achat de ces modèles très précis, très difficiles à trouver, très demandés. Et en jouant tout simplement sur la loi de l'offre et de la demande, eh bien, ces acteurs peuvent revendre ces chaussures beaucoup plus chères que le prix de base. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le resell, le marché de la revente. Merci beaucoup François, et on va précisément poursuivre notre exploration du monde de la basket dans cette zone grise de la revente. On pointe nos belles baskets vers une autre grande surface qui vend chaussures et sneakers, Manor. Nous avons rendez-vous avec Delphine Perruche et ses Dunk Panda. Je suis assez simple dans ma façon de m'habiller et ça fait un petit clash, c'est un petit peu repérable et voilà. C'est un peu ma crédibilité mode aussi. Ici, le constat est sans appel. Les ventes de chaussures classiques sont stables. Ce qui explose, c'est bien la demande pour les sneakers. Comme nos clients veulent ça, c'est un phénomène, les jeunes demandent ça, les moins jeunes demandent ça, ils ont des modèles en tête qu'ils veulent acheter. Nous, en tant que grand magasin, on doit pouvoir leur offrir ces modèles. Pour continuer à vendre des baskets tendance, dont le marché est clairement dominé par Nike, Manor a dû mettre un pied dans l'univers de la revente. Le groupe collabore depuis 2 ans avec Hideout, un magasin de revente de sneakers, dont Vincent est l'un des fondateurs. Sa paire du jour, une Jordan Man High Fearless, sortie en 2019. Avec ça pour casser, c'est vraiment sympa. La particularité, c'est qu'Hideout ne se fournit jamais directement auprès des marques. La société achète ses baskets dernier cri à travers son propre réseau. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le resell, la revente. Mais là, on ne parle pas de baskets d'occasion, mais bien de sneakers neuves dénichées en dehors des réseaux classiques de distribution. Nous, on vend principalement des éditions limitées. Donc ce sera des paires qui sortent en petite quantité, qui sont très difficiles à obtenir, qui sortent à des moments bien précis et qu'une fois que c'est sorti, la plupart du temps, ça ne ressort plus. Et c'est toute une stratégie pour proposer une collection qui tienne la route. En fait, il va falloir les acheter peut-être pièce par pièce, la plupart du temps. Donc les trouver aux bons endroits, au bon moment, sur Internet ou en physique. Et en fait, c'est un métier de curateur en fait, de ces chaussures-là, qui est très, très compliqué. Des produits très compliqués à trouver, mais aussi beaucoup plus chers.
Ici, les prix peuvent varier de 100 à plus de 7000 francs selon le modèle. La rareté ou la tendance du moment crée la cherté. Un exemple parmi d'autres, cette Jordan One High Off-White couleur Chicago. Pour moi, c'est vraiment un succès en termes d'artistique, d'histoire, et voilà, tout simplement. Et le prix, vous ne nous l'avez pas dit? Alors sur le prix, on sera à 7499, donc il y a un joli prix, mais une fois de plus, qui est certainement quelque chose qui les vaut et qui en vaudra bien plus par la suite. Faire d'un produit de masse un objet d'exception. Les marques surfent sur cette vague. Elles proposent régulièrement des séries spéciales, des collaborations avec des artistes qui, à grand renfort de marketing, s'arrachent et se revendent à prix d'or. Ce marché secondaire de la revente est en pleine expansion. Et c'est logiquement sur Internet qu'il se développe le plus. Direction Londres. C'est là que la plateforme américaine StockX a ouvert un dépôt vente physique. Mais c'est bien sur Internet que tout se passe. StockX met en relation vendeurs et acheteurs de baskets neuves. Inspiré du modèle boursier, le site offre un prix actualisé des modèles, une sorte d'Argus de la basket. Elle délivre également un certificat d'authenticité pour écarter les contrefaçons. L'année passée, ce ne sont pas moins de 40 millions de transactions qui ont été réalisées via le site. StockX a démocratisé l'accès à une incroyable quantité de sneakers qu'on ne pouvait pas se procurer autrement. Le fait qu'un plus grand nombre de personnes vendent et achètent en toute sécurité ces produits, ça a été une énorme révolution pour le commerce électronique. Le marché de la revente s'est chiffré en 2022 à plus de 2,8 milliards de francs et atteindrait les 5,6 milliards en 2025. Retour en Suisse, dans la région genevoise. Parce qu'il existe encore un autre moyen de gagner de l'argent avec des sneakers, un moyen très prisé des jeunes et des ados. Nous nous rendons chez Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va Rentrez. bien, merci. Ce collégien est à ses heures perdues passionné de sneakers. Son argent de poche, il le gagne en achetant et revendant des baskets. Bah voilà, ça c'est une paire que j'ai achetée d'occasion sur Facebook. Je l'ai acheté environ 180 francs et je compte la revendre environ 250 francs, 240 francs. Et qu'est-ce que tu as fait dessus? Il y avait beaucoup de travail? Ouais, elle était un peu sale, je l'ai juste nettoyée et retapée un peu. Notre étudiant achète entre 10 et 15 paires de chaussures par mois. Il en revend plus de la moitié via sa page Instagram. Je les rachète, je les nettoie, je fais des photos un peu plus attirantes, qui donnent envie en fait. Et voilà, des fois ça augmente de valeur juste grâce à une photo. Selon les transactions, pour chaque paire vendue, c'est entre 30 et 80 francs qu'il se met dans la poche. Cet argent, je l'ai réinvesti dans les sneakers parce que plus on a d'argent, plus on peut acheter de paires, plus on peut gagner d'argent et plus on peut avoir de grosses paires comme des Travis Scott ou des trucs comme ça. Mais attention, pour gagner plus d'argent sur ce marché de l'occasion, il faut surtout savoir déceler les très nombreuses contrefaçons en ligne. Et ne jamais oublier que de grandes aventures ont parfois démarré dans une chambre d'étudiant. Bonsoir Guillaume Morand. Bonsoir. On dirait que la relève est assurée. La relève est assurée. Merci Mohamed. On vous a vu en début d'émission. Vous êtes aujourd'hui à la tête de 10 magasins de chaussures en Suisse. Et vous, ce marché de la revente, il est problématique à vos yeux. Pour quelles raisons? C'est-à-dire que le marché de la revente existe depuis une vingtaine d'années. À la base, c'est vraiment très sympa. C'est ce que fait Mohamed. C'est des particuliers qui achètent des paires, des collections, qui les revendent, etc. Et qui font un petit business, un peu leur premier job d'entrepreneur. Maintenant, ce qu'on voit depuis 2-3 ans, le marché a un peu évolué et on voit en fait des modèles qui sont faits à très grande série, qui ne sont plus des objets de collection comme les veulent les sneakers addicts, qui sont des objets courants. Et leur prix dépasse un peu, c'est un peu exagéré. Par Donc exemple, c'est non seulement des particuliers, oui. mais aussi des magasins. Pour être concret, 300 francs par exemple pour une paire de sneakers relativement classique, c'est trop cher à vos yeux? C'est-à-dire que le gros du marché de la recelle est basé sur la Jordan 1. C'est une chaussure que dans mes magasins, j'ai vendue 145 francs pendant plus de 20 ans. Évidemment que moi, de voir ces mêmes chaussures qui partent à 300 francs dans tous les magasins, ça me fait un peu de la peine pour les enfants et aussi pour les parents et les grands-parents, car la demande est très forte maintenant chez les pré-ados, donc chez les gens très jeunes
qui se laissent un peu avoir. Mais ces niveaux de prix, quelque part, c'est le fruit des stratégies de marque et de la manière dont elles gèrent la rareté de leurs produits. C'est-à-dire que Nike gère la rareté et en plus, c'est coupé de tout son réseau de détaillants. Donc, si vous voulez, il n'y a pas tout le monde qui achète des chaussures sur Internet. Ils l'ont fait clairement pour diriger le consommateur sur leur site. Maintenant, la demande, vu que le produit a été très à la mode ces dernières années, était plus grande que ce qu'offrait Nike. Donc, des magasins peuvent encore profiter un petit moment de vendre des chaussures à 300 francs qui en valent la moitié. Alors justement, il y a des cycles dans le marché des sneakers. Il y a une vingtaine d'années, c'était Puma qui était en position de force. Il y a 15 ans, c'était Converse. Et vous, aujourd'hui, vous sentez les modèles phares de Nike en train de s'essouffler. Oui, c'est-à-dire que Nike a une position très dominante depuis 10 ans, avec juste 2-3 modèles. On a commencé avec la Air Force pour passer à la Air Jordan 1. Ce qu'on constate maintenant, c'est que ce public qui réclame le plus les Jordan 1 sont des enfants faits de 10-12 ans et que la tranche vraiment très importante de ceux qui font la mode, les gens de 18 à 30 ans, passe à autre chose. Ils en ont un peu marre d'avoir les mêmes chaussures que leurs petits cousins. Donc c'est très intéressant. Il y a 2 ans, je le voyais très mal. Et là, depuis l'année passée, on voit de fortes tendances dans les autres marques. Il y a plusieurs marques qui reviennent très fort. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir. Et puis que cette politique de Nike pourrait se retourner, en fait, contre elle. Parce que d'avoir des chaussures qui sont vendues en masse à 300 francs qui en valent la moitié, à un moment donné, les gens ne vont pas être très contents de voir qu'ils se sont fait un peu avoir. Ouais, donc pour vous, la fin d'une époque, quelque part. Merci beaucoup. Je reviendrai volontiers dans 2 ans pour vous dire si... pour faire si le bilan, voir si ça marché. s'est vérifié. Merci beaucoup, Guillaume Morand. Merci. Très bonne soirée à vous. Merci. Et de fait, les analystes, eux, s'attendent à une baisse générale du marché en 2023. Alors, est-ce que c'est le début de la fin de la basket? L'avenir le dira. Mais en tout cas, pour le moment, certains modèles atteignent des prix stratosphériques. On parle là de luxe, de pièces de collection et même d'investissement. Nous avons rendez-vous avec un passionné de sneakers. Mais attention, un vrai. De ceux qui ont dépensé tout leur argent ou presque dans la basket. Patrick Ferreira a ouvert son magasin au cœur de Fribourg en 2019. Comment ça va? Ça va bien, merci à vous. C'est ici alors votre petit coin sneakers? C'est grand plutôt. Bienvenue au studio. Ouais. C'est donc dans sa boutique qu'exceptionnellement notre amoureux des sneakers nous a amené une toute petite partie de sa collection. Mais attention, ces chaussures-là ne sont pas à vendre. Moi j'aime vraiment la basket, j'aime pas que les baskets chères, j'aime pas que les baskets rares. Là j'ai ramené un peu des trucs qu'on voit pas tous les jours volontairement, mais... Son véritable trésor, il le garde dans un lieu qui restera secret. Certaines pièces sont bien trop précieuses pour les dévoiler au grand jour, et surtout, il faut beaucoup de place pour montrer l'entier de sa collection. Je dirais que je dois en avoir entre 4 et 500, peut-être. Parmi ses nombreux coups de cœur, on retrouve souvent le même modèle. Alors je vais commencer par la Air Max One Safari. Donc c'est la toute première fois qu'il a existé une collaboration entre un magasin autre et Nike. Donc ça c'est une triple collab. La légende dit qu'il y en a 248 dans le monde. Est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Et celle-ci, je l'ai payée, sauf erreur, 1 800 €. Puis aujourd'hui, j'ai déjà vu des ventes à 3 000, comme j'ai déjà vu des ventes à 4 500, c'est un petit peu aléatoire. Pour trouver ces pièces uniques, c'est un travail de longue haleine à travers un réseau d'initiés dont l'accès est souvent réservé aux vrais passionnés. On ne trouve pas ça du jour au lendemain, ou du moins pas forcément dans la taille qu'on veut, dans la condition qu'on veut ou dans le prix qu'on veut. Les prix peuvent vraiment beaucoup varier. Des gens vont vendre ça très cher parce que finalement, ils n'ont pas forcément envie de s'en séparer. Mais si on leur donne une grosse somme, ils le feront quand même. Et dans sa collection, il y a une paire que Patrick n'a jamais lâchée, même pour de très très gros billets. Là, j'ai une Nike SB qui date de 2006. C'est celle-ci. Donc le but recherché, c'était d'avoir une sorte d'effet bois. Il y a 106 paires monde, mais celle que j'ai ici, elle vaut déjà à peu près 10 000 francs, je dirais. Ah, quand même. Oui, ben disons que c'est vraiment impossible à trouver, encore plus dans cet état-là. Elle a quand même 17 ans, elle est 100% neuve. Disons que c'est vraiment une pièce de collection. Ces pièces de collection sont chacune différentes, dans leur style, leur matière, leur couleur. Mais elles ont toutes un point commun. Elles portent la signature d'artiste, de collaboration avec une marque, un magasin ou un designer. Comme cette fameuse Nike Plus 41. C'est un collectif de designers vaudois qu'il a créé il y a quelques années. Dans l'équipe, un certain Philippe Cuandet, qui a depuis traversé l'Atlantique pour rejoindre le gigantesque campus de la firme américaine, dans l'Oregon. Il est midi quelque chose. La Plus 41 est une chaussure 100% suisse
qui a marqué la culture sneakers. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est assez compliqué en fait de pouvoir faire ce qu'on a fait. On était une toute petite marque, on avait peu de visibilité et on a clairement eu un impact assez important, quoi. C'était une chaussure qui a été, je pense, dans les premières, en tout cas, à être vendue par une maison d'enchères. Pour ce passionné de design, la Suisse a toujours cultivé une forte relation à la basket. On a beaucoup d'experts. On a toujours été assez dynamique dans cette culture-là. Après, bien sûr, on est un petit pays, on est une petite région, donc on n'a pas non plus autant de chances d'exposition que les grandes villes. Des grandes villes à fort rayonnement, comme la capitale du Royaume-Uni. Direction Londres, au lieu de la scène sneakers en Europe. Plus précisément, le quartier huppé de Soho. C'est là que se trouve depuis plusieurs années ce magasin de revente haut de gamme. Il est considéré par les spécialistes comme une des meilleures boutiques de sneakers de la ville. Sous l'ambiance fun, chic et décontractée, se cache en réalité un modèle d'affaires très lucratif qui, en 3 ans, s'est transformé en une véritable machine à fric. Ici, les chaussures à 200 pounds sont rares. Les prix varient davantage de 1000 à 80 000 pounds. Là, vous avez la Travis Scott Black Phantom. On les vend environ 1200 pounds. Et celle-ci, on en vend 3, 4, 5 par jour. Il y a les Virgil Abloh, qui coûtent environ 7000 pounds. Vous avez aussi les Prestos. Tous ces modèles, si vous les avez eus quand ils sont sortis, alors vous étiez assis sur une mine d'or si vous ne les aviez pas portés. Parce qu'en 5 ans, la valeur de ces éditions limitées a explosé. Et même avec des prix démesurés, la demande est plus forte que jamais. Il n'est pas surprenant que les gens dépensent 2, 3, 4, 5 ou 6 000 pounds pour une paire de chaussures. Et ce n'est pas juste une fois, mais régulièrement. C'est lorsque l'on monte dans l'échelle et que l'on arrive à des prix de 30 000 à 40 000 pounds que là, la personne n'en achète qu'une tous les 6 mois. Et le plus fou, c'est que cette boutique n'est qu'un dépôt-vente. Toutes les chaussures présentées ici ont été achetées par des particuliers et revendues par le magasin qui s'offre au passage une commission de 20%. Tout cela est évidemment ridicule. Mais c'est la culture et la société dans lesquelles nous vivons en ce moment. Les collectionneurs, les gens qui ont une passion pour les baskets, les gens qui veulent investir leur argent dans quelque chose d'un peu plus tangible ou différent, eh bien ces gens-là sont prêts à acheter ces sneakers à des prix ridicules. Des pièces de collection qui se vendent aux enchères plusieurs millions de francs. Voici la sneakers la plus chère du monde. Un prototype de Nike Air Yeezy 1 développé et porté par le chanteur et designer Kanye West. Cette chaussure s'est vendue l'année passée 1,8 million de dollars. Et ce n'est pas fini. La sneakers n'est plus uniquement un bien de collection, mais également un produit d'investissement. Grâce à cette application Rares, il est possible d'investir dans certains modèles de sneakers en espérant qu'ils prennent de la valeur, parce que comme pour les actions, spéculer sur des sneakers, ça peut marcher au pas ou pas. Et le plaisir maintenant d'accueillir Christophe Guberan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes designer industriel, enseignant à l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne. Vous mettriez combien au maximum pour une paire de sneakers ? Alors, il m'est arrivé de mettre 200 francs pour une paire d'une collaboration entre ASICS et Kiko Komostumov, un designer. Mais j'avoue que j'ai peut-être moins cette approche où j'idolâtre un petit peu moins la chaussure. Ouais, on est assez loin des prix qualifiés de ridicules dans le reportage qu'on vient de voir. Vous avez collaboré avec différentes marques. Vous avez collaboré avec Adidas, Converse, New Balance ou encore On à travers l'ECAL. Comment est-ce que vous expliquez le succès phénoménal de ces chaussures aujourd'hui ? Alors, il est évidemment multifactoriel. On peut penser la vente sur Internet, la facilité d'accès de la chaussure aujourd'hui, peut-être le marketing d'influence, quand on voit qu'une star comme Rihanna porte une paire de chaussures d'une collaboration avec Salomon et Maison Margiela, le lendemain, ça devient viral et tout le monde cherche à l'acheter sur le net. Puis finalement, j'ai envie de parler du design en tant que designer, peut-être, qui depuis les années 80, un peu les marques comprennent qu'il faut qu'elles rendent la technologie visible
Et c'est notamment ce qui se passe dans la Nike Air, où d'un coup, le designer a l'intuition et l'envie de montrer la bulle d'air à l'intérieur. On peut parler de la pump chez Reebok, où d'un coup, ils décident de faire un lassage en pressant une pompe pour venir compresser le pied. Ou la dernière success story peut-être de On Running, une marque suisse, où là, finalement, toute l'identité de la chaussure est liée à la technologie du cloud tech, donc ces petits ronds qui permettent d'absorber les chocs. Alors justement, vous parlez des années 80. Je vous propose qu'on regarde ensemble un petit historique de la tennis, comme on disait à l'époque, et on se retrouve juste après. Et dire que tout est parti de ça. Au milieu du 19e siècle, certains fabricants de pneus trouvent le procédé chimique pour stabiliser le caoutchouc. Le pneu devient semelle, waouh! Et les premières chaussures de sport voient le jour. Elles sont certes assez rudimentaires et principalement destinées aux amateurs de tennis et de voile. Mais certaines compagnies anglaises et américaines flairent déjà l'énorme potentiel de ce nouveau marché. Elles vont se lancer au début du XXe siècle dans une course effrénée à la première véritable basket de sport. And the winner is les États-Unis d'Amérique. Et plus précisément une petite firme du Massachusetts du nom de Converse Rubber Shoe Company. En 1917, elle crée une chaussure de basketball antidérapante, la Converse All-Star. Le coup de génie de Converse n'était pas uniquement dans la technologie et le design de cette chaussure, mais surtout de l'avoir mise au pied d'un certain basketteur américain du nom de Chuck Taylor. La première basket iconique est née, elle se vendra à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. C'est en Europe que l'engouement pour la chaussure de sport s'accélère après la Deuxième Guerre mondiale. Puma et Adidas sont créés en 1948 et 1949. Les deux entreprises allemandes se développent notamment dans le monde du football, du basketball et de l'athlétisme. Il faudra attendre les années 60 pour que certains modèles deviennent légendaires. Pour Puma, ce sera l'été 1968 et les Jeux Olympiques de Mexico. Deux athlètes afro-américains enlèvent sur le podium leur basket et dressent le poing en signe de protestation contre la ségrégation raciale. La Puma Suède entre dans l'histoire. Pour Adidas, ce sera la première chaussure en cuir de tennis qui fera sensation. D'abord portée par le tennisman français Robert Hayet, elle deviendra une icône au pied d'un certain Stan Smith. Mais c'est bien le basketteur Michael Jordan qui mettra le marché en orbite avec Nike et sa marque signée Jordan. Nous sommes dans les années 80, la basket devient sneakers de l'anglais to sneak, se déplacer furtivement. Les jeunes de la rue se l'approprient, elle intègre le monde du hip-hop, du rap et du graphe. Elle devient un symbole de contestation. Le groupe Run DMC porte des Adidas sans lacets, en hommage aux prisonniers en cellule. De rebelle à belle, de sportive à chic, et de chic à écolo, la basket est aujourd'hui le symbole incontesté de notre époque, le miroir d'une société qui court à 100 à l'heure. Christophe Guberand, ça c'était pour le passé. Aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances qui se dessinent ? Alors les tendances en tout cas qui moi m'intéressent sont la création de baskets ou de sneakers durables, donc des recherches de différentes marques autour de cet aspect de la durabilité. Notamment au niveau des matières. Au niveau des matières, alors il peut y avoir des approches différentes, c'est ça qui est génial. On est en train de vivre, en tout cas en tant que designer, une époque ultra intéressante où finalement ces enjeux peuvent être répondus par le design. Et notamment par une chaussure où on va pouvoir mieux diviser les différentes parties. Il faut savoir qu'elle peut comprendre 15 matériaux différents, qu'elles sont souvent assemblées avec de la colle. Donc on peut imaginer, repenser un petit peu la construction de ces chaussures, notamment Nike, qui repense un petit peu la couture pour pouvoir plus facilement les désassembler, mais aussi changer des parties de la chaussure. On peut aller dans du multimatériel. On voit qu'Adidas, par exemple, lance une chaussure qui est complètement faite d'un seul matériau, ce qui va faciliter la loupe, ce qu'ils vont appeler. Donc le recyclage, finalement. Le recyclage, ils les appellent fabriqués pour être refabriqués, c'est le slogan en anglais. Et on voit que finalement, on peut arriver, ou l'idée est d'arriver à un objet qui continuellement peut être refabriqué. Alors ça, précisément, cette idée forte de durabilité, est-ce qu'elle est compatible avec le modèle économique de ces grandes marques de chaussures ? Alors évidemment, concilier la durabilité avec un modèle économique des grands de l'industrie de la sneaker, c'est des véritables enjeux. Et c'est là-dessus que je travaille en ce moment avec ces marques-là, afin de trouver des solutions
avec typiquement des matériaux plus écologiques. Et c'est vrai que c'est un coût. Ces entreprises doivent investir dans la recherche et le développement, doivent former les gens qui travaillent là-dedans à une approche plus écologique et finalement doivent investir dans des matériaux qui auront un coût sur le prix final de l'objet. Ce qui fait qu'il faut que le dernier maillon de la chaîne, le consommateur, lui aussi, soit prêt à mettre un prix plus élevé pour une chaussure de tous les jours. Virage ambitieux à prendre visiblement. Merci beaucoup Christophe Gubrand. Très bonne soirée à vous. Merci. Et dans l'immédiat, eh bien, on va déjà s'intéresser à l'entretien des sneakers. Comment offrir une deuxième vie à votre paire de sneakers fétiche? Après le pressing pour chemise, costume, tapis ou matériaux délicats, voici le pressing pour sneakers. On partit toujours bas, haut, et après on fait le reste comme ça. Tout ce qui est en bas, qui est le plus saleté, ça ne va pas toucher les autres qui ont... Des nettoyages et réparations spécifiquement conçus pour vos baskets, et le résultat est plutôt bluffant. Des fois, moi, je suis aussi choqué, mais je suis content quand les gens ils viennent et ils voient que c'est une grande différence. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. On quitte Lausanne pour Genève. Nous sommes dans le quartier Sougar. Dr Sneakers était, il y a 5 ans, une des premières enseignes en Suisse à ouvrir un pressing spécialisé dans le nettoyage et la réparation de baskets. Avant Dr Sneakers, je ne réparais pas du tout de basket et limite on fuyait un peu ça comme la peste. En fait, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur de la réparation sur une basket que sur une chaussure classique. On ne va pas utiliser les mêmes colles, les mêmes matériaux. Depuis 5 ans, l'équipe a développé son propre savoir-faire. Elle prend aujourd'hui soin de plus de 200 paires de sneakers par semaine, avec en arrière-fond une autre préoccupation. On essaie réellement d'amener un éveil au niveau de la consommation de la sneakers. Ces 3 dernières décennies, ça a été vraiment acheter, jeter, réacheter. Et cet éveil écologique semble porter ses fruits. Depuis quelques années, les clients ne cessent d'augmenter, ce qui a certainement poussé un acteur majeur de la chaussure à Genève à investir dans la société. Dr Sneakers a désormais une petite place dans les magasins Eschbach pour nettoyer, réparer et même personnaliser les chaussures. C'est-à-dire que ça a du sens pour la chaussure de rénover sa couleur, d'aller lui permettre d'avoir une plus longue vie. Après, est-ce que le consommateur, lui, sera prêt à renoncer à son nouvel achat de sneakers parce qu'il y a la nouvelle couleur de tel ou tel modèle de Jordan ou de Dunk qui est sorti? Ça sera à lui qu'il faudra poser la question. En tout cas, par rapport au produit, oui, ça va lui donner une plus longue vie. Un service qui coûte de 30 à 45 francs selon les matières et les prix peuvent grimper jusqu'à 70 francs pour un traitement haut de gamme. Cette promesse d'une nouvelle vie pour sneakers peut aujourd'hui s'appuyer sur des produits de nettoyage écologiques et performants, ainsi que des outils de travail adaptés. Démonstration. Alors, là, je vais venir appliquer le shampoing sur toute la chaussure. On fait attention de bien prendre en compte chaque texture de chaque paire. Là, je vais venir décaper la semelle et la partie supérieure avec le nettoyage vapeur. Et voilà, maintenant elles vont aller au four et ensuite au four à ozone afin de tuer les dernières bactéries. Hop. Une fois que la chaussure est bien propre et sent délicieusement bon grâce au traitement à l'ozone, il est possible de la réparer. Le talon était usé, très usé, qui arrivait quasiment à la fin. Donc on est venu faire une redresse en caoutchouc. Puis par la suite, on est venu justement travailler un autre morceau de caoutchouc justement pour vraiment avoir une nouvelle épaisseur d'usure, de façon à justement avoir quelque chose de bien d'aplomb. Il est même possible de changer l'entier d'une semelle, de remplacer des glissoires ou de réparer des trous. Un vrai travail de cordonnerie spécifique pour retrouver une basket comme neuve, ou presque. Reste encore, j'en suis sûr, 2 questions fondamentales que vous vous posez. Peut-on laver ses chaussures dans une machine à laver ?
En fait, avec la machine à laver, il va y avoir d'un, le fait que ça va vraiment imbiber la chaussure d'eau, et de deux, la plupart des gens vont laver à 40-50 degrés, et là ça va faire travailler justement les cols, les premières démontages, et après on va se retrouver justement avec une chaussure qui va avoir perdu sa forme par rapport au fait que certains endroits de la chaussure se seront décollés. Et est-ce possible de garder une chaussure blanche? Oui, c'est possible, mais par contre, faut être à cheval sur la moindre petite trace et les laver quand même assez régulièrement, ou au moins les brosser, les imperméabiliser pour justement enlever directement les petits résidus et justement éviter la grosse accumulation de poussière. Là, on va la garder blanche. Et pas de panique, si vous n'y arrivez pas, il existe encore une solution de dernier recours, la coloration. Et si vous souhaitez franchir un pas de plus, vous pouvez toujours vous tourner vers la personnalisation ou en langage sneakers, la customisation. Nous à ABE, on a choisi. Vous l'aurez remarqué, l'univers des sneakers, c'est un univers de passionnés. Mais au rayon basket hors de prix, il y a aussi des sceptiques, parmi eux notre chroniqueur, Benjamin Descoster. Elles sont nées en 1916 mais sont plus que jamais à la mode. On ne va pas parler des idées de l'UDC mais des sneakers. Enfin, elles sont pas toutes à la mode, je crois. Je sais pas, de toute façon c'est des cycles. Pour être stylé, faut pas être riche, faut juste être patient. Tu vois, les miennes, c'est pas qu'elles sont démodées, elles sont juste pas encore tendance. Ou si, je sais pas, moi j'y connais rien à ces trucs. Non, et en plus, ça change très vite. T'as quelqu'un de connu qui est pris en photo avec sa vieille paire de pompes, et paf, elles sont en rupture de stock. Quand tu dépends de la flemme d'une star, t'es quand même dans un business un peu fragile. Sacré peur. Non, il faut plus dire ça, ça va pas. Et ça peut coûter cher les baskets. Il y a une paire qui a été vendue 25 000 balles. C'est celle qui a inspiré de Retour vers le futur là. Alors que c'est cheap, c'est 100% polyester. C'est le seul truc en plastique qui vous coûtera plus cher. C'est une capote percée. Ces chaussures-là, elles sont chères parce qu'elles se lassent toutes seules. Ce qui est ironique, parce que c'est maintenant que ça lui servira le plus à Michael J. Fox avec son Parkinson. Un autre moyen pour les marques de faire monter les prix, c'est de faire des collabs avec des stars. Oui, parce que collaborer, ça sonne plus très bien depuis 1945. C'est surtout des stars américaines de la musique. Il y a Pharrell Williams, Drake, Kanye West. Bon alors lui, paradoxalement, depuis qu'il a tenu des propos antisémites, plus personne veut qu'il collabore. On pourrait pas faire ça avec des musiciens suisses. On achète déjà pas leurs albums, on va pas commencer à acheter leurs godasses. À la limite des pantoufles en Adidas, il y a peut-être un marché. Les sneakers, c'est aussi devenu des objets de collection. Sur Internet, t'as des gens qui se filment en train d'ouvrir des cartons où ils te présentent leurs plus belles pièces. Alors, on ne juge pas ces gens. On les juge un peu quand même. Non mais parce que, je suis désolé, tu remplaces les sneakers par des timbres ou des bilboquets, c'est juste des ringards. Salut les sneakos, bon pied, bon oeil. Aujourd'hui, présentation de cette paire de Nike 27C. Alors celle-là, je m'en rappellerai toujours parce que c'est vraiment un enfant ouïghour qui les avait cousus juste avant de mourir. Ça rentre trop bien, quoi. Alors après, il y a des modèles qui peuvent prendre de la valeur, ce qui fait qu'il y a beaucoup de spéculation. Celle-là, par exemple, dans 3 ans, à mon avis, elles vont puer. Enfin, même pas, parce que pour les garder en état, faut pas les mettre. Tu sais, c'est quand même le seul moyen de transport avec lequel tu peux aller nulle part, un peu comme les trains en France. Mais on achète quand même. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, avoir des trucs, ça permet d'être quelqu'un. Et puis les marques sont trop fortes. Elles font des chaussures de course, et nous, la seule fois où on court avec, c'est pour aller acheter la paire suivante. Et on va parler maintenant d'un produit qu'on a tous dans le frigo, le beurre, la plaque de 200-250 grammes, plaque qui contient, vous allez le voir, des substances indésirables. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors si vous êtes là, évidemment, c'est pour nous parler de tests. 13 plaques de beurre achetées en grande surface pour aller y chercher quoi ? Pour aller y chercher de l'huile minérale. L'huile minérale est un produit distillé à partir du pétrole. Et parmi ces huiles minérales, certains composés posent problème. C'est le cas, par exemple, pour les MOA, appelées huiles minérales insaturées. Elles sont considérées comme potentiellement cancérigènes. Et les MOSH, ce sont des huiles minérales saturées dont on ne mesure pas bien encore les risques pour la santé. Il y a aussi les POSH, de minuscules composants de matières synthétiques, et des stéranes et opanes. On écoute l'avis du chimiste cantonal saint-gallois qui travaille depuis des années sur cette problématique. Les huiles minérales n'ont pas vraiment leur place dans les aliments. Ce sont des impuretés. Et ces moches, ces poches, d'où est-ce qu'ils viennent ? Alors, ils peuvent venir directement des emballages, ils peuvent aussi provenir de l'alimentation des animaux, en l'occurrence les vaches, et puis ils peuvent aussi venir des machines qui servent à la transformation du beurre.
Alors maintenant qu'on a bien compris de quoi on parlait, à quel point est-ce que ces substances sont présentes dans nos beurres? Les 13 qu'on a testés en contenaient tous à des niveaux différents. Ah oui. Oui, tout à fait. Et il faut préciser que ce classement se base sur une valeur de 22 mg par kilo de graisse de lait. C'est une valeur à ne pas dépasser selon la Fédération de l'industrie alimentaire allemande, qu'on ne peut pas soupçonner d'être à la solde des consommateurs. Bon, effectivement. Donc, on va commencer le classement, on ne peut même pas dire par le meilleur produit, par le moins pire, le moins contaminé. Oui, alors 11 mg de moche, c'est pas bien. Dans du beurre bio qu'on trouve chez farmy.ch et qui est produit par la fromagerie Biedermann en Turgovie. Et après ça, ça grimpe nettement. Alors, ça grimpe après 18,3 mg par kilo pour le beurre Milfina acheté chez Aldi. Même résultat pour le Valflora acheté à la Migros. Toujours sous la barre des 20 mg de moche, on a aussi le beurre acheté chez Denner, ainsi que celui provenant d'un magasin Volk. Et ensuite, on passe au-dessus de ces 20 mg. On passe à 20,7 mg pour du beurre chez Denner, à nouveau. 20,7 aussi pour la plaque de qualité et prix à la COP. Et enfin, la barre fatidique des 22 mg pour ce beurre de choix Floralp chez Aldi. Voilà, donc là, on est à la limite de la limite. Et puis après, on a 4 produits qui sont au-delà de cette valeur indicative de 22 mg par kilo. Oui, tout à fait, c'est le cas. 23 mg pour ce beurre de cuisine Milbona de Lidl. On saute ensuite quasiment à plus de 25 mg pour cette plaque prix garantie, avant de grimper à 26,8 pour du beurre bio à la COP. 26,8 aussi à la Migros, pour un beurre, lui aussi, bio. Mais le produit le plus problématique de ce classement, c'est ce beurre de cuisine M-Budget. Oui, ce M-Budget, en plus de moche, le laboratoire y a aussi décelé la présence de poche, d'opane et de stérane. Et alors, comment réagit Migros ? Alors, Migros nous dit que c'est une problématique connue. Elle indique que leurs produits font l'objet d'un suivi régulier. On a aussi des réactions du côté de la COP. COP fait aussi des contrôles réguliers et indique avoir trouvé des valeurs inférieures pour les produits concernés chez elle, et de préciser que des contrôles vont néanmoins être renforcés dans le futur. Lidl aussi réagit en disant vouloir discuter avec ses fournisseurs. Et puis, il y a aussi une réaction intéressante du côté du fabricant de ces produits-là. On écoute Christophe Zucker. Chez nous, c'est contrôlé régulièrement. Nous avons un monitoring sur les moches depuis plusieurs années. Nous en sommes conscients et prenons la chose au sérieux. Et jusqu'à présent, nous avons toujours eu des valeurs inférieures à l'analyse qui a été faite maintenant. Nous pouvons l'expliquer parce qu'il s'agissait aussi de différents laboratoires. Nous travaillons avec un laboratoire allemand et surtout, il n'y a pas encore de méthode validée qui permette de dire que c'est la bonne valeur. Voilà, on va lui laisser le mot de la fin. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et tous les résultats de ce test réalisé par Kassensturz et la Fédération romande des consommateurs sont à retrouver sur notre site abe.ch ou alors, et c'est nouveau, il vous suffit de scanner le QR code qui apparaît à l'écran en ce moment et vous arriverez directement sur la page des tests.